compte que ça n'est pas possible. Ce n'est pas un aveu d'échec. J'exhorte cependant ceux qui sont au pouvoir à regarder autour d'eux comment les uns et les autres ont fini par perdre le pouvoir à force de tirer sur la corde. Et de nous dire qu'en 2016, le Gabon risque de connaître une situation difficile. Nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Il ne faut pas qu'on arrive justement à cet excès. Et c'est pourquoi, sans être forcément préoccupé par le dialogue, je dis, si on doit dialoguer, il faut que ce soit un dialogue sincère. Il ne faut pas que ce soit le dialogue prôné par un parti qui a tourné le dos au dialogue. Le dialogue est nécessaire dans un pays. Le dialogue suppose le respect de l'autre. Or, le PDG ne respecte pas les autres concitoyens. Ils veulent garder le pouvoir pour eux-mêmes, pour leurs intérêts, sans que cela ne soit profitable au peuple gabonais. L'absence de dialogue entraîne l'intolérance. L'intolérance entraîne les excès entraînent la violence entraîne la contre-violence. Il faut se garder de mettre les autres Gabonais le dos au mur. Les Gabonais n'en peuvent plus. Omar Bongo est resté au pouvoir longtemps, trop longtemps. Il a su le faire parce que, en fait, il a puisé dans la tradition en étant non pas un chef d'État, mais un chef de village. On l'a toléré. Ali Bongo arrive, ne tient compte que de lui-même, concentre tout dans ses mains, est un président autocratique et qui fait que les Gabonais n'en veulent plus, n'en peuvent plus. Pourtant, dans les discours, ce sont des prouesses qui sont faites. Il y a une rencontre hebdomadaire avec la presse. Vous devez être au courant. Le porte-parole, tout ce que le porte-parole dit, tout ce qui se dit, c'est ce qui se dit dans un pays où on peut se permettre de faire la propagande du matin au soir du dictateur sans que cela n'empêche pas que tout le monde est conscient que nous avons en face de nous un dictateur. Vous vous souvenez de Sakombi Inongo qui disait que, et c'est lui qui a proposé à Mobutu d'avoir son image qui vient des nuages et qui descend. Son ministre de la communication. Son ministre de la communication. C'est lui qui a été le premier à le critiquer. Demain, ce sera Billy Binze qui dira, on m'a dit de dire. J'étais obligé de le dire. Je ne pensais pas un traître mot de ce que j'ai pu dire. Billy Binze, vous savez, il était au bûcheron, pourfendeur du régime. Il n'a pas changé. Il était dans le gouvernement aussi. Il était dans le gouvernement. Sauf que, aujourd'hui, on lui fait jouer un rôle, toujours dans le rôle qu'il a su jouer, celui d'être un bon journaliste, quelqu'un qui parle à la presse. Il a une belle diction, il prépare bien ses communications et on lui va dire non pas ce qu'il pense, mais ce qu'on lui dit de dire jusqu'à ce qu'on trouvera son inutilité et on l'éjectera. Mais ce n'est pas ce qui doit nous faire croire que les choses se passent comme il le pense. Aujourd'hui, nous avons intérêt à faire en sorte que les choses, la transparence se mette en place. L'appel que nous lançons, nous, UEFA, en direction de toute la classe politique, c'est de dire qu'il est temps qu'on s'accorde sur l'idée que la démocratie, nous devons tous l'accepter et tous la mettre en place. Si d'ici 2016, nous n'avons pas la possibilité, surtout en 2014, de revoir le découpage électoral
parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne peut pas accepter qu'il y ait des cantons de 50 habitants et qui donnent un député par rapport à des cantons de 5000 habitants qui doivent se battre pour se choisir un député. Mais pour faire le découpage, il faut un recensement. C'est pourquoi le recensement de la population intervenu en 2013 était le bienvenu. Il se trouve que la Cour constitutionnelle a estimé que ce recensement ne pouvait pas être considéré comme tel et qu'il fallait maintenant que les préfets fassent des monographies dans les départements et les communes, sans moyens. C'est pourquoi je pense que si aujourd'hui on nous dit de faire un recensement sans moyens, il ne sera pas plus efficient, plus efficace que celui fait avec beaucoup de moyens qui n'a rien donné. Au Gabon, on manque de volonté et il y a suffisamment de médiocrité pour comprendre qu'avec autant de moyens, nous n'arrivons pas à dénombrer la population gabonaise et on demande au mois de septembre, alors que la population ne s'est même pas encore stabilisée, les enfants ne sont pas encore dans les villes où ils doivent apprendre, on demande de faire un recensement en septembre alors qu'on aurait pu attendre la rentrée scolaire après octobre, c'est-à-dire le mois le plus intéressant, le mois de novembre. Malheureusement, ceux qui prennent les décisions les prennent avec autant de légèreté. Donc pour revenir à ce que je disais, je dis, il faut que nous comprenions que nous voulons un découpage électoral, que nous voulons revenir aux décisions de 90 avec la limitation des mandats que nous avons obtenue à la conférence nationale où tout a failli éclater, limitation des mandats du président de la République, la durée du mandat et ensuite accepter ce qu'on a obtenu aux accords de Paris, voir ce qu'on a obtenu aux accords d'Arambo et faire en sorte que la biométrie puisse jouer son rôle et qu'on ne triche pas à force de tricher. L'histoire nous montre que le Gabon ne peut pas échapper à un drame parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient, suffisamment responsable pour éviter au peuple gabonais les affres que d'autres peuples ont vécues. C'est pour cette raison que nous gardons pour nous le discernement et inviter les autres acteurs politiques à prendre conscience, comme au sein de l'UEFA, de l'idée qu'il faut la transparence. C'est le moment ou jamais, parce que 2016 pourrait nous entraîner à faire en sorte que nous connaissions des difficultés que nous ne souhaitons pas voir connaître notre pays. La surprise pourrait être désagréable. La surprise pourrait être désagréable. Il faut donc rappeler tous les acteurs politiques et inviter tous les acteurs politiques à prendre conscience que nous n'avons que ce pays et qu'il faut que ce pays, qui a un peuple très patient, qu'on ne puisse pas l'emmener à bout et éviter que ce peuple, que l'on croit indolent et qui est éruptif, ne puisse pas, à cette occasion, faire en sorte que tout éclate. On a vu en 90 ce qui s'est passé, la façon dont le peuple a réagi. Et si le Gabon connaît les mêmes soubresauts, je crois qu'on ne s'en sortira pas. C'est pourquoi il vaut mieux prévenir que guérir. Monsieur le Président, on se projette toujours en 2016. Seriez-vous candidat à ces élections présidentielles? L'UEFA ne s'est pas encore prononcé. Étant membre de l'UEFA, qui veut aller loin ménage sans monture, on y pense, comme tous les acteurs politiques, comme tous les présidents du parti, mais on a une discipline et on attend de savoir ce que décidera l'UEFA. Si l'UEFA décide d'avoir un candidat, et il y aura des candidats à la candidature de l'UEFA et on choisira celui qui sera notre porte-voix
à l'occasion de cette élection. On va parler un peu du PSD. Tantôt, vous preniez des exemples de 2011 où le PSD a pu avoir un poste électif. Vous avez repris l'élection de 2013. Est-ce que finalement, ce sont les détracteurs qui ont raison ou tort lorsqu'ils disent que le PSD, c'est le parti du couple Manganga? Sinon, le problème posé là est la représentativité de votre parti sur le plan national. Vous savez, prenons le cas du PDG, qui était président du parti, Omar Bongo, qui est aujourd'hui président du Gabon, Ali Bongo, qui est président distingué camarade du PDG, c'est Ali Bongo. Je prends le cas des États-Unis, avec Clinton et son épouse Hillary. Je prends le cas de toute une famille, comme les Bush. Père président, fils président, l'autre fils gouverneur dans un autre État. Personne ne parle de parti familial. Il se trouve que Madame Maganga Moussaou est de Mimongo. Elle est Massango. Gabonaise. Elle est gabonaise, professeure à l'université. Elle a enseigné beaucoup de hauts cadres à l'université. Mariée à Mouila, je lui ai demandé de ne pas se présenter à Mimongo, puisqu'elle est maintenant à Mouila. Je lui ai dit de se présenter dans mon canton, de servir les populations de mon canton. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle fait. Et les populations le lui rendent bien, en faisant en sorte que ce soit toujours elle qui soit députée. Il y a eu une sorte d'intermède avec l'ADER, et tout de suite, on rejette toujours les mauvais grains. On a rejeté l'ADER pour reprendre le PSD et reprendre Mme Maganga. Il se trouve qu'à Mouila, où c'est mon fief, je ne peux pas avoir 10 fiefs, que le travail que je fais dans ce fief fait en sorte que les populations apprécient. Depuis 1987, en dehors de l'intermède où on a dit Maganga est parti de lui-même, ça a encore été des complots, mais quand la population a compris que Maganga n'avait jamais eu la velléité de quitter les populations de Mouila pour autre chose et pour rien au monde, depuis 2002, c'est toujours Maganga qu'on met en tête. En dehors de 2011, où Nzouba a fait des pieds et des mains pour faire élire les élèves du lycée technique en faisant qu'il y ait 50 bus. C'est pourquoi nous parlons de transparence. C'est pourquoi nous parlons de réviser certaines dispositions de la Constitution. C'est pourquoi nous parlons de revoir la situation du CNC, la situation de la Sénat, la situation de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi nous voudrions que les choses changent pour que ceux qui méritent la confiance des populations puissent continuer à servir la population dans la dignité. Faudrait-il que je puisse demander, quand nous allons tous les deux aux élections, que nous soyons battus, ou que Mme Maganga soit battue, ou que M. Maganga soit battu? Non, reconnaissez-le, que nous sommes allés plusieurs aux élections. Il se trouve que dans l'opposition gabonaise, là, le député de l'opposition, c'est Mme Maganga Moussaou. Le maire d'un parti reconnu au sein de l'opposition, c'est Pierre Claver Maganga Moussaou. Est-ce que c'est un signe du destin? Je ne sais pas. C'est vous qui êtes journaliste, qui avez les longs crayons, qui pourraient interpréter la chose. Mais nous ne sommes pas peu fiers de servir nos populations et d'estimer que nous devons faire encore davantage pour toujours être préférés des populations par rapport à d'autres qui sont nombreux à nous combattre et qui sont toujours battus. Ce n'est pas nous qui les battons, c'est la population qui décide de les mettre à côté, parce que souvent ils ne viennent au village que l'instant d'une élection. Le reste du temps, ils sont à Libreville. Justement, Monsieur le Président, on va passer donc à la rubrique
questions des téléspectateurs, ceux qui suivent bien sûr cette émission. Première question, c'est une question directe, vous répondez directement. Votre réaction par rapport à l'interpellation de Maître Louis-Gaston Maïla récemment? Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est constater que il y a eu plusieurs interprétations. On ne sait pas exactement de quoi il retourne. Maître Louis-Gaston Maïla dit que il y a eu un braquage dans son bureau, qu'on lui aurait volé 3 millions et qu'ensuite on lui a volé aussi son Range Rover, le même voleur. Il se trouve que ce Range Rover était avec un magistrat, roulant au vu au su de tout le monde. Les forces de sécurité parlent de fausse monnaie. Je ne parle que de ce qu'on dit dans la rue, que les 3 millions faisaient partie d'un premier paiement, que la compensation c'était aussi le véhicule Range Rover. Qui croire? Ce qu'il faut regretter, c'est qu'il y ait de telles situations et que nous, responsables politiques, devons faire très attention dans notre façon de vivre et d'agir, parce que nous devons être des exemples, c'est tout ce que je dirais, et que je déplore ce qui arrive à un autre, même si c'est Louis-Gaston Maïla, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, on peut tout simplement déplorer qu'il lui arrive une telle tuile, parce que c'est un coup dur pour lui-même, pour sa famille et pour son parti. Pour son honneur. Les pouvoirs publics ont lancé une opération, on va dire, opération épervier concernant les faits tournants, les détournements, le blanchiment des capitaux. Est-ce que vous avez peur, quand on sait que vous êtes pratiquement un homme politique qui est devenu... Vous avez servi l'État. Est-ce que vous n'avez pas suivi le débat à la télévision nationale où on acceptait Langounier dans sa façon de gérer les faits tournantes? Mais je suis de Langounier, donc je ne suis pas concerné par tous ces débats-là. Donc vous n'avez pas peur d'être interpellé pas demain du tout. ou après-demain? Je suis sur l'origine de vos biens. Ça c'est autre chose. Sur les fêtes tournantes, je revendique d'avoir géré les fêtes tournantes en 2008, et il faut que les Gabonais sachent que sur 25 milliards, 7 milliards et demi ont été affectés à la CAN, c'est-à-dire détournés pour la CAN, pas seulement l'Angounier, mais la Nyanga. Ngounier et Nyanga ont dû donner ensemble 15 milliards pour la CAN. Il ne reste plus que pour l'Angounier 17 milliards et demi, 6 milliards pour le palais présidentiel qui avait déjà absorbé en 2003 11 milliards, ça fait 17 milliards pour le seul palais. Inhabité. Non seulement inhabité, mais si on va voir la valeur de ce palais, on va expertiser ce palais, il ne vaut pas 3 milliards. Moi, on me donnerait 3 milliards que je construirais, non, on n'en plus finir, des palais, des palais, des palais. Du même type. Donc c'est déjà, quand on cherche le détournement, il faut aussi aller voir. Qu'est-ce que la présidence, avec Sokofi, ont fait d'autant d'argent? On sait que Sokofi, c'était l'entreprise de la présidence de la République. On devrait les interpeller également. Et la présidence, sauf que celui qui était là n'est plus là. Mais ils ont des... Peut-être vous pouvez beaucoup plus nous éclaircir sur ce que la présidence et Sokofi ont fait durant... Non, je vous dis ce que tout le monde sait. Sokofi, c'était l'entreprise de la présidence de la République. C'est Sokofi qui faisait tous les palais. Est-ce que, quand vous allez à Mouila, est-ce que vous pensez que le palais présidentiel peut avoir coûté 17 milliards? Même vous-même. Vous voyez bien que, même si je ne suis pas... J'ai jamais été au cœur de la décision au palais, mais à voir, je dis non. Parce que moi, je suis un constructeur, je suis un entrepreneur, je construis pour moi-même. Et je sais qu'on me donnerait 17 milliards, je vous assure que je construirais beaucoup, peut-être 1000, 2000, 3000, 4000 logements
pour les populations de Mouila, et il en resterait pour ceux qui veulent venir habiter à Mouila. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais quand on enlève 6 milliards, il reste 11 milliards et demi. 11 milliards, voyons comment on utilise l'argent, j'ai décidé qu'on utilisait 4 milliards et demi pour acheter des engins, des travaux publics. Ngouni est la seule province qui a des engins. Malheureusement, on a donné d'une main et on a repris de l'autre pour redonner à l'État la gestion de ces engins. C'est aussi du détournement d'une certaine façon. Ensuite, 2 milliards pour le café et le cacao. Moi, je suis un fervent admirateur du Wellington, des populations du Wellington. Et ce que j'ai vu dans le Wellington, du moins ce qu'a été le Wellington avec le café et le cacao, j'ai voulu aussi faire la même chose dans ma province. J'ai dit, prenons 2 milliards pour faire du café et du cacao. Tout le monde a accepté. Prenons 2 milliards pour la ville de Mouila, parce que c'est elle qui reçoit les fêtes tournantes. 1 milliard pour les extensions d'eau et d'électricité, 1 milliard pour la voirie, c'est ce qui a été fait. Malheureusement, on a donné la gestion de la voirie à Colas, qui pour s'installer a utilisé 430 millions. Il ne restait plus que 570 millions pour le reste des travaux. Mais la prochaine fois, on saura qu'il vaut mieux donner à une major une somme importante pour faire un travail que de lui donner 1 milliard, puisqu'il prendra la moitié de cette somme pour s'installer. Et donc, on se rend bien compte qu'on n'a pas pu atteindre les objectifs qu'on voulait atteindre. Mais en matière d'extension d'eau d'électricité, c'était à la satisfaction de tout le monde, et c'est moi-même qui ai piloté ce dossier. Le reste, les 3 milliards, on a dit tant que l'État ne nous remboursait pas les 7 milliards et demi donnés à la CAN, on attendait. Et sur ces faits, je suis parti du gouvernement en 2009. Le reste, je ne peux pas répondre de ça. Mais je suis fier des orientations que j'ai données. Et voyez-vous que je ne peux pas être inquiet. Quant à ma richesse personnelle, à mon enrichissement, qui n'est pas personnel puisque nous sommes deux. Vous savez, la grande richesse d'un couple, c'est quand ce couple regarde dans la même direction. Si vous avez un couple, la femme fait ce qu'elle veut, l'homme fait ce qu'il veut, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, ça a été la raison de notre enrichissement, si tant est qu'on puisse dire qu'on est riche, c'est l'entente entre monsieur et madame Maganga Moussaoui qui regardent dans la même direction. La deuxième chose, c'est qu'au sortir du Fonds monétaire international, on a construit une cité avec l'accompagnement de la BICIC et l'acceptation du chef de l'État, du ministère de l'économie et des finances, de nous louer ces logements. Si je vous montre la situation financière, du moins ce que nous avons reçu du ministère de l'économie et des finances depuis l'année 84-85, on ne sera pas loin d'avoir dépassé 1,5 milliard. C'est déjà suffisant. Hein, si ça n'était pas la politique qui nous pompait suffisamment d'argent, parce qu'au Gabon, le président du parti devient le propriétaire, plus personne ne fait d'efforts, et alors qu'à l'époque du monopartisme, c'était les militants qui versaient les cotisations, depuis l'avènement du multipartisme, c'est maintenant les présidents de parti qui versent les cotisations aux militants, en suivant l'exemple du PDG, qui lui, par contre, prend l'argent de l'État pour verser des cotisations à ces militants au détriment de toutes les autres formations politiques. Monsieur le Président, le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. On va vous demander donc de conclure cette émission. Vous allez vous adresser à vos militants, aux Gabonais. Vous avez quelques minutes pour le faire. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour dire aux Gabonaises et aux Gabonais que lorsque, devant leur poste de télévision, ils m'entendent m'exprimer d'une certaine manière, c'est pas pour être injurieux vis-à-vis de qui que ce soit. C'est pas parfois pour montrer l'exaspération que j'ai devant des situations qui pourraient se résoudre simplement. Nous sommes un pays qui a très peu d'habitants, où tout le monde connaît tout le monde,
où la démocratie devrait s'instaurer pour faciliter la gestion des moyens communs. Or, il se trouve qu'une infime partie de la population accapare pour elle ce qui appartient à tous. Donc je suis obligé parfois de dire non, trop c'est trop. Et parfois on divertit les populations en leur faisant croire que les voleurs sont de l'autre côté, alors qu'en réalité, ceux qui gèrent présentement ne font pas l'effort de gérer les deniers de l'État. Prenons l'exemple du directeur général du budget qui dit aux autres fonctionnaires de se restreindre, alors que pendant ce temps, il utilise les avions privés pour se rendre chez lui. Alors que même les membres du gouvernement prennent la route. Et cela au vu et au su du président Ali Bongo Ondimba. Pendant qu'on demande aux Gabonais de faire des efforts, le président de la République, parce qu'il a l'habitude d'aller dans les Émirats, veut créer un Émirat au Gabon en tournant le dos à l'intérieur du pays, en tournant le dos au peuple gabonais et en faisant en sorte de détruire ce que son père a laissé pour reconstruire des choses qui sont d'une grande inutilité. Un terrain de golf, alors que je sais qu'il a beau faire, il ne sera jamais un grand golfeur. Alors que cet argent qu'il utilise aurait pu permettre aux populations de Kingele, aux populations de Bikondam et autres de mieux vivre. Alors qu'il aurait pu mieux répartir le revenu de l'État. Aujourd'hui, on nous apprend qu'il a perdu 700 milliards. Il se demande lui-même où est passé cet argent alors qu'il a la réponse. Tous ces déplacements incessants, toute cette envie de vivre comme des princes, comme des rois, qui n'ont pas de compte à rendre à leur population, fait qu'il ait envie de gérer l'argent de l'État, lui tout seul, de façon autocratique, les ministres n'étant là que pour l'accompagner. Et nous devons être là, impuissants à le regarder. C'est pourquoi je suis obligé de parler, parfois de hausser le ton, et de lui dire ce que tout le monde dit tout bas. S'agissant de l'unité de l'opposition, nous voulons de l'unité de l'opposition, mais nous voulons que ceux qui restent avec un peu de lucidité aient le courage, malgré la grande masse de gens qui peuvent taper sur eux, le courage de dire que nous avons un regroupement politique que nous avons créé ensemble. Il faut renforcer ce regroupement politique qu'est l'UEFA. Ce n'est pas la peine de créer d'autres fronts, parce qu'on serait frustré pour des paroles qu'on aurait prononcées dans un cercle restreint. Et que ce front fait d'indépendants, de certains leaders de partis politiques et de ceux qui arrivent, ne peut pas prospérer parce que le pouvoir profitera de ça pour ne pas le reconnaître. Donc ce n'est pas la peine d'affronter ce pouvoir qui pourrait avoir facilement raison sur nous. Allons à l'UEFA, renforçons l'UEFA pour que, ensemble, s'il faut avoir un candidat unique, nous mettrons en place un certain nombre de critères, mais pourvu que nous les acceptions, de débattre non seulement des critères, mais d'accepter les critères une fois débattus pour qu'on se rende devant les populations et que les populations puissent choisir, les militants puissent choisir, mais à condition qu'il n'y ait pas d'entourloupe. Donc nous, à l'UEFA, nous lançons un appel à tous nos amis de nous rejoindre. Il n'y a pas de honte à savoir qu'on s'est trompé et qu'il faille se remettre ensemble. Dire à quelqu'un, nous nous battons comme nous l'avons fait pendant des années pour la réhabilitation de l'Union nationale et que, in fine, les mêmes responsables aillent en indépendant en leur disant que là vous empruntez une voie sans issue, c'est plutôt de l'affection que de dire à quelqu'un qu'il se trompe.
Et la personne doit réfléchir au lieu de se sentir frustrée pour engager une fuite en avant. Donc, moi, je reste disponible, comme au sein de l'UEFA, aux discussions, à l'unité de l'opposition, à la cohésion, mais pourvu que chacun vienne avec de bonnes idées, de bonnes pensées, sans arrière-pensée, pour conforter l'union, l'unité de l'opposition, pour que nous nous battions tous d'abord pour les conditions de transparence et qu'ensuite nous choisissions un ou deux ou trois candidats. S'il faut un seul candidat, après discussion, ce sera un seul candidat. S'il en faut deux ou trois, parce que stratégiquement, nous estimons que c'est ça la solution pour contrecarrer ici et là le PDGiste en chef, nous choisirons deux ou trois candidats. Et tout cela ne peut se faire qu'après discussion, sans qu'il y ait un dictat possible en direction de tel ou tel groupe, sans qu'il y ait de menaces. Mais je terminerai en disant au pouvoir, faites attention, 2016, c'est bientôt, mais 2016, c'est l'année de tous les dangers. C'est maintenant qu'il faut accepter la transparence, et celui qui s'aviserait à penser qu'on peut reculer les échéances, si l'échéance des élections présidentielles n'a pas lieu en 2016, ça veut dire qu'il y aura un vide juridique, que Ali Bongo ne sera plus président de la République, et ce sera déjà un chaos. Donc toutes les institutions doivent être renouvelées en 2015, 2016 pour l'élection présidentielle et pour l'élection législative. Faisons tout pour que ces échéances soient tenues. Les bruits qu'on entend, les velléités que le pouvoir a, se sachant battu, de ne pas aller aux élections en 2016, ce pouvoir se condamnerait davantage, parce que si les échéances ne sont pas tenues, alors il y aura un vide, et pour le président de la République, il n'y aura plus de président de la République, et pour l'Assemblée nationale, il n'y aura plus d'Assemblée, nonobstant le fait qu'on va toujours vouloir